Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Oui, on est en vidéo, oui, j'ai arboré le nouveau maillot, vous savez à quel point je suis fan. Pourquoi ? Déjà parce que c'est la liste ce soir, bon on enregistre le 16 mai, mais surtout parce que j'ai monsieur Karim Benani. Comment vas-tu ? Ah, tu me dis monsieur. Je dis Alors, monsieur. on se dit tu, on se dit vous. Bon, on se dit tu. On se dit tu, non mais Tout à l'heure on se dit tu. Oui, c'est vrai. Je crois que la question c'est même pas posée. Non mais je sais pas. Karim, un salut, putain de Yacine. grand merci d'être ici. Vas-y, raconte-moi un petit peu comment on s'est rencontrés. Allez, dis tout, hein. Je vais tout dire. Par l'intermédiaire d'une personne que Il sera j'aime sorti beaucoup, le podcast. que j'aime Inès. beaucoup, Ouais. qui est dans mon premier cercle maintenant, que j'adore, que j'affectionne, une fille, une femme inspirante qui s'appelle Inès Leonardozzi, que j'ai rencontrée il y a maintenant 3-4 ans, et elle nous a fait, on va utiliser le jargon du foot, elle t'a fait une passe D. Oh, c'est En plus gros, qu'une passe D. Voilà, et c'est vrai qu'en fait, tu m'avais parlé un peu sur les réseaux à l'époque, mais bon, le message était un peu passé à la trappe. Non, mais Je m'en excuse encore aujourd'hui. mon message, c'est putain, la résidence paye, les amis. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est. Et je n'avais pas vu ton message, et c'est Inès qui m'a appelé en me disant écoute, j'ai fait un podcast à l'instant avec un super mec qui s'appelle Yacine dans la tête d'un CEO, et tu devrais absolument faire ce podcast. Tu verras, il est top, il est inspirant. Et ça, c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2-3 semaines, semaines quasiment. Et puis après, on s'est appelé, je t'ai dit oui tout de suite, donc je suis très content d'être ici. Trop cool. Et vraiment, c'est un putain de message. Mais c'est les gens qui pensent moi, je passe ma vie à lancer des perches. Et voilà, quoi. J'ai dû te l'envoyer, c'était il y a 1 an, tu vois, ou 1 an et demi. Ouais. Je l'ai jamais retrouvé, ça, pour être honnête. J'ai dû l'effacer. Tu m'as dit l'ai ça au effacé. début, tu Non. m'as dit ça. Non, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, bah, tu m'as pas envoyé de message. Je t'ai dit si. Après, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, ouais, mais tu me follow pas. Mais je sais pas si t'as remarqué, on a tout cleané. C'est Bref, vrai. passons. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Karim, pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Prénom Karim, nom de famille Benani, matricule. Non, je plaisante. 30. Numéro de sécurité J'aurais aimé- sociale. J'ai 39 ans plus 2. Ok. C'est-à-dire 41 ans. On reste en dessous du 40, très Je bien. reste toujours sur les 40. Non, j'ai absolument pas de problème avec l'âge, on en reparlera si tu veux. 41 ans. Mais tu les fais pas. Merci. Journaliste depuis beaucoup d'années maintenant, pas mal d'années, depuis 2006. Journaliste ou présentateur ? Alors, le métier, c'est journaliste. Ok. Et dans le journalisme, il y a plusieurs métiers dans le métier. Il y a le métier de présentateur, de reporter, de Commentateur, tu rédacteur le en mettrais chef. dedans ou pas ? Si, commentateur aussi, Mhm. bien sûr. Il y a plusieurs facettes. Ça dépend de la discipline aussi. Enfin, il y a une arborescence hyper grande, Ok. hyper large. Donc, journaliste, de manière générale. Après, on expliquera pourquoi j'insiste vachement sur le terme de journaliste et pas journaliste sportif, par Et on exemple, va en qui parler. pour moi est presque un gros mot, et je t'expliquerai pourquoi. Bien sûr. Journaliste depuis 2006. J'ai fréquenté de nombreuses rédactions. Belle année. Ouais, belle année. Ouais, j'aurais aimé que ce soit une meilleure année que ça dans le Oui, foot, bien hein. sûr, mais... Le coup de tête est passé par là. Ouais. Mais il y a eu une panenka entre-temps. Et il y a eu le seul but de Titi sur passe des Zizou. Bien sûr, contre le Brésil, quart de finale. Ça, Magnifique. c'était magnifique. 2 hommes que j'aime beaucoup dans le Et foot. on va en parler. On reparlera de ça. Mais, et donc voilà. Et donc, journaliste depuis 2006, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant, 18 ans. Ce métier, je l'aime par-dessus tout. C'est le métier de mes rêves que je voulais faire quand j'étais plus jeune, et on en reparlera si tu veux. On va en parler. Et donc fréquenter plusieurs rédactions, RMC au début, BFM TV ensuite, un tout petit peu passé par Eurosport où j'ai commencé la télé, BFM, Beansport, Canal, et puis là ça s'est un peu accéléré ces dernières années où j'ai fait pas mal de médias, la chaîne L'équipe où je suis souvent Où tu te à tapes bien l'antenne, des barres. et je rigole pas mal, et on analyse aussi pas mal le foot. Tu sais que vous êtes connecté avec ça, hein, l'équipe. C'est assez détente. Bah c'est populaire. Ouais, c'est ça. Et avant, peut-être il y a 15-20 ans, on pouvait utiliser ce mot en disant populaire, et tout le monde disait c'est un gros mot. Et au contraire, aujourd'hui, Ouais, populaire, c'est classe. C'est devenu à la mode. Bon, ouais, et pour le populaire, peuple. exactement. Le Et foot moi, je trouve ça appartient au génial. Et donc voilà, la chaîne L'équipe, Prime Video, que j'ai fait pendant 3 ans. Voilà. Et puis là, récemment, je suis arrivé sur du plus mainstream, et on en reparlera ensemble avec notamment TF1. Mais oui, on va te voir un peu partout. Bon, j'ai une première question à te poser qui n'a rien à voir. J'allais te demander qui est-ce que je floque. Mais avant ça, le foot, ça représente quoi pour toi ? Est-ce que tu peux dire que tu es un passionné ? Non, mais c'est plus que ça. Le foot, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Tu sais, quand on dit d'Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit, moi c'est pareil. C'est quoi honnêtement, les émotions les plus fortes, les plus extrêmes, les plus insensées, irrationnelles, quoi ? En fait, mon premier souvenir foot, c'est la finale de la Coupe d'Europe. Enfin, c'est surtout le 1990, la Coupe du Monde en Italie, Ok. que mon père regardait. Mais surtout, je crois que un des premiers souvenirs foot, c'est cette finale 91 perdue au tir au but par l'OM. J'ai 8 ans, j'ai un vague souvenir de la séance des tirs au but. Je sais que Marseille... T'es à Marseille, toi, là. Je suis à Marseille, Attends. à ce moment-là, je suis né Mhm. là-bas.
la ville vibre le jour qui précède le match, le jour du match, puis le lendemain, il y a une ville qui pleure. Et ça m'avait vachement marqué. Je me disais, les émotions que ça fait passer, le foot, c'est dingue. Et en fait, je me suis construit un peu comme ça, avec l'OM, évidemment, puisque ça faisait partie de la ville, c'est l'ADN de la ville, donc mon ADN. La culture de la ferveur. Et donc après 93, évidemment, la finale de la Ligue des Champions, où il y a eu la même chose qui précédait, avec l'attente, la joie dans les rues d'être en finale. Il y avait Dédé. Il y avait Dédé, toutes les écharpes dans la ville. Vraiment, c'était incroyable. Je te promets, Yacine, c'était fou comment une ville vibrait pour un match, un instant, le même instant. Et donc la ville s'était arrêtée de vivre, de marcher, de rouler. Il n'y avait plus une voiture dehors ce jour-là, je me souviens. Et puis au coup de sifflet final, toutes les voitures qui sortent, les klaxons dans tous les sens, jusqu'à 2-3 heures du matin. Plus fat que 98 ? Je sais pas si tu l'as vécu. Oui, j'ai vécu la même chose, j'étais au même endroit. Non, 98, c'était aussi fou. Parce que 98, ça rassemblait aussi des gens qui n'aimaient pas le foot. Et ça allait au-delà de l'OM, tu vois. Mais voilà, mes premiers souvenirs, c'était ça. Et quand je te dis toute ma vie, c'est parce que je crois que j'ai su dès cet instant que le foot serait toujours près de moi. Mais j'aurais jamais pensé à ce point. J'en ai fait mon métier. Tu t'es dit, quand tu vas lancer ta carrière pro, je sais pas, tu as dû te poser des questions plus jeune, etc. Tu t'es dit que même si tu faisais du journalisme, il y a un moment, ce serait sur du foot. Non, c'est pas, je me suis dit à un moment ce serait sur du foot. Ça allait débuter par le foot. C'était obligatoire. C'est-à-dire que j'ai voulu être journaliste parce que j'aimais le foot. D'accord, papa, ok. C'était ça en fait l'envie. J'ai écouté des émissions de radio, j'avais 8-9 ans. J'écoutais Europe 1 à la radio comme ça. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'écoutais Europe 1 à 10 piges avec mon Walkman à l'époque. Toi, t'as pas connu, t'es plus jeune peut-être. Si, ouais, ça va quand vrai, même. T'as connu j'étais aussi privé de match parfois. Voilà. Le fameux Walkman avec le casque en acier, avec les écouteurs orange, ceux qui ont mon âge reconnaîtront. Et donc j'écoutais ça, j'écoutais Europe 1 à Marseille à l'époque, et il y avait des émissions le soir qui parlaient de foot. Et ça me fascinait, ces gens qui parlaient dans le poste, dans le Walkman, et qui parlaient tous les soirs de sport. Et je me disais, je me souviens m'être fait cette réflexion à 12 ans, je me disais, ils sont payés ces gens pour parler de foot. Je m'étais dit ça, je me dis, mais c'est quand même incroyable. J'avais même demandé à l'école, est-ce que c'est possible de devenir journaliste, enfin, est-ce que c'est possible de faire journaliste à la radio, à ma maîtresse, enfin ma prof, tu vois, à l'époque, ou mon prof, je sais plus. Et bon, ils étaient restés assez vagues, tu vois, sur le sujet. Mais à cette époque-là, déjà, je me disais, j'ai peut-être envie de faire la même chose que ces gens qui causent dans le poste, quoi. Et tu te disais quoi ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais, par exemple, quand tu parles à ta prof, tu avais une idée que tu vas devoir bosser pour faire des thunes, mais que du coup, la passion, ça allait être autre chose. En gros, tu ne réfléchis pas aux thunes. Enfin, je pense pas qu'à 12 piges, et même après, tu réfléchisses à ça. Tu réfléchis au métier. 12 ans, on connaît le bac. On sait qu'il y a ce truc butoir. Mais tu réfléchis pas à l'argent que tu peux éventuellement gagner parce que tu n'as aucune conscience. Moi, j'avais conscience si, j'avais la notion de l'argent parce que j'ai pas vécu à Beverly Hills, quoi. Tu vois, j'ai vécu à Marseille, dans les quartiers sensibles de Marseille, donc je savais. Tu dirais que tu viens d'un milieu défavorisé par rapport à la moyenne française ? Oui, par rapport à la moyenne française, oui. Okay. Mais en fait, j'aime pas dire ça. Je préfère dire populaire, milieu ultra populaire. Parce que je trouve ce mot classe et joli. Mais après, oui, j'étais dans des quartiers difficiles, quartier nord de Marseille. C'était pas rose tous les jours. Bon, c'était mieux avant qu'aujourd'hui, j'imagine. Mais comme je n'ai manqué de rien, parce que mes parents ont toujours fait en sorte de se sacrifier pour que... ouais, ok, tu veux pas du tout tenir le truc de je viens de nulle part et je me suis fait tout et je seul. n'ai jamais voulu... Tu vois, j'en ai très peu parlé. J'ai rarement parlé de mon parcours, enfin de mon enfance. Mais oui, très clairement, là tu me poses la question, j'y réponds pour une des premières fois. Oui, j'ai vécu en cité jusqu'à mes 22 ans, dans des blocs, des cités avec des étages élevés, jusqu'à 12-13 étages. Mais avec un horizon. Mais avec des parents tellement géniaux qui m'ont donné un avenir. C'est eux qui m'ont donné un avenir. Parce qu'ils ont, ça, tu le conscientises aujourd'hui à 39 plus 2 ou tu le savais déjà à l'époque ? Non, je l'ai toujours su. Mes parents ont toujours fait et c'est pour ça que j'ai pas fait de conneries. Je pense. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Là, on va fouiller. Non, même pas. Non, j'ai fait très peu de conneries. En fait, c'était interdit pour moi de causer des soucis à mes parents. Tu vois. Ils étaient tellement, ils le sont d'ailleurs toujours, tellement attentionnés, tellement investis avec nous, surtout ma mère aussi, qui ne travaillait pas à l'époque, femme au foyer. T'as des frères et sœurs au foyer, ouais, un frère, une sœur. Okay. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Et en fait, elle a été tellement investie, c'était pire qu'un boulot, quoi. Elle avait 3 enfants à charge, mon père travaillait beaucoup, donc pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est vrai que ça a été quelque chose
d'important dans ma Un construction. Dans ma construction. Et je me disais, je ne peux pas aujourd'hui faire de bêtises, de conneries qui pourraient rendre tristes mes parents ou les mettre en colère. Ou Jeune, tu leur devais quelque chose, selon tout toi. de suite. J'ai compris tout de suite. Ouais. J'ai compris tout de suite qu'il fallait que je travaille pour les rendre fiers. C'était vraiment mon moteur, quoi. Et ça, tu sentais que tes camarades, forcément, tu vois, je sais pas si c'est au collège, lycée, ou même tes voisins, des mecs de ton âge à l'époque, tu sentais qu'ils avaient ce mindset ou que tu étais un peu marginal là-dessus? Marginal, totalement marginal. Ok. Je pense Mais que tu t'acceptais de ouf. En fait, je me posais pas la question, je me disais pas je suis différent des autres par rapport à ça, je traçais ma route en fait. Très vite, Ok. c'est assez égocentrique et peut-être, je voulais être dans mon monde. En fait, j'étais un peu dans mon monde et c'est vrai que j'étais l'un des seuls à ne pas descendre jusqu'à pas d'heure en bas jouer au foot avec les gars du quartier. Alors que t'étais parce fan de foot. Ouais, mais parce que mes parents me mettaient en garde par rapport à ça. Après, j'ai eu 15 ans et j'ai pu faire ce que je voulais. Mes parents ne m'empêchaient pas de sortir, tu vois. À 15 ans, j'allais jouer au foot avec mes potes Mais t'étais dans déjà des cités aguerri, quoi. adjacentes et tout ça. Mais je savais que j'avais un horaire à respecter et l'horaire, je le respectais. Si mon père me disait à 19h, t'es rentré, je ne rentrais pas à 19h45, 21h. À 18h59, j'étais là. Et là, pour moi, je sonnais, quoi, tu vois. il y a un mot. On nous a beaucoup parlé de sport, d'ailleurs, quand on est parents, enfin nos parents, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, m'ont beaucoup mis au sport plus jeune. Et j'ai l'impression aujourd'hui que je le comprends, c'est la discipline. Et c'est ce qui fait que 95% des gens sont fiables ou pas, en tout cas dans le monde du travail comme perso. Et j'ajouterais à ce terme-là, Ouais. un terme qui m'importe énormément et qui me suit depuis toujours, le respect. Moi, tu me donnes un rendez-vous. Alors, je m'excuse, j'ai eu quelques minutes de retard, mais mon train a eu du retard juste T'avais avant. qu'à pas le dire, je l'aurais pas dit. Mais SNCF, bonsoir. j'attache beaucoup d'importance, moi, au respect. Discipline, évidemment, Bien sûr. mais au respect. Je pense que quand tu as du respect pour les gens et pour toi-même, tu as fait 90% du travail. C'est-à-dire que tu es obligé d'être apprécié de certaines personnes. Si tu es poli et respectueux, c'est une lapalissade dans ce que je sens, mais j'en ai eu conscience très vite. Je me suis dit, si je suis respectueux avec les gens, je pense que les gens en retour, ils sont pas tous pourris, il y a des gens sympas aussi dans la vie, bah oui. Et donc je le fais pas pour que les gens me rendent des choses, mais tu as plus de chances de réussir dans la vie en étant comme ça que le contraire. Donc voilà pourquoi, je boucle la boucle, voilà pourquoi j'ai voulu être hyper, déjà je suis hyper proche de mes parents, mais je voulais ne pas leur causer de problème. Au contraire en fait, tout le contraire. Bon, c'est une grande intro, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. J'explique un petit peu aux gens qui nous écoutent ce dont on va parler. Donc évidemment, tu l'as dit, tu es rentré via le journalisme dans le prisme du football. Aujourd'hui, tu n'es pas journaliste sportif. Non. Donc je sais pas si journaliste présentateur, on va en parler. Tu l'as dit d'ailleurs que tu voulais t'enlever un petit peu de cette étiquette. Donc peut-être qu'elle a été néfaste, je sais pas, on va en parler. Il y a une personne qui a énormément compté dans ta carrière professionnelle et je crois même personnelle aujourd'hui, c'est Thierry Henry. Salut Titi, si tu nous écoutes, quel plaisir. Mais bref, passons. Avant ça, j'ai quand même ma question à te poser. Qu'est-ce que je floque, putain? À quel joueur tu veux floquer? Ouais. Qu'est-ce que toi tu floquerais, pardon. Alors, ça dépend. Sur le plan sportif, Et sachant que j'ai déjà Kylian de ouais, 2018 quoi. sur le... Et 2022 j'ai Benzema. Bon, Visionnaire, collector. Non, sur le plan sportif, pour la gloire, je floquerai Giroud, tu vois. Numéro 9, Giroud, c'est sa dernière. Il est pris, je pense. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, je me suis posé la question maintenant qu'il a annoncé son transfert. Non, quand même. Il sera même titulaire, tu verras. Okay. Il finira par être titulaire lors de l'Euro. Il y a un docu qui sort sur lui que j'ai hâte de voir. Sur Canal, et je regarderai avec plaisir. C'est un mec qui a traversé à chaque fois des soubresauts, des péripéties, et le mec il a toujours été là. Moi, je floquerai Giroud, tu vois, pour sa dernière sélection, dernier gros tournoi, je floquerai Giroud. Je pense que c'est pas mal. Après, pour le flow, je floquerai Kamavinga, parce qu'il a du flow quand même. Bon, attends, tu vois pas, faut que j'aille le chercher. Tu vas rigoler. T'as floqué Giroud? Non, c'est bien. Cadeau de mon anniv d'il y a 2 ans. Ah ben voilà, tu vois, porte-clés équipe de France. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Floqué Giroud. Alors Olive, je t'aime beaucoup, hein, mais mes amis quand ils me l'ont offert, ils m'ont dit c'est le seul qui reste. Mais tu vois, c'est dommage parce que pour le coup, il fait pas de bruit, mais quel joueur quoi. Et en fait, c'est joueur. plus si on en parle la 30 secondes de Giroud, c'est pas le plus résilient de tous les sportifs que tu as connus en fait. Après, peut-être pas tous, mais dans il le revient de loin par rapport à l'opinion française. Sur les 20 dernières années, quelle abnégation. Incroyable. Et pour le coup, tu parlais de Thierry Henry, j'en ai discuté avec lui parce qu'il connaît bien Arsenal, il l'a beaucoup fréquenté, il a dépassé son record en équipe de France.
Pas avec Arsenal. Non, je pense que inconsciemment, il s'est dit putain, Giroud qui me dépasse, ça me fait un truc. Mais pour en avoir discuté avec lui, il m'a dit mais on parlait de résilience, c'est exactement le terme. Il me dit putain, la résilience du mec quoi. Moi j'ai connu Giroud, la première image que j'ai de Giroud, je commente un match de Ligue 2 pour RMC à l'époque, un match de Tours, un match tout pourri, tu vois. Tours contre je sais plus qui, enfin un match de quand je dis tout pourri avec tout le respect que je dois à Tours évidemment. Ligue 2. Non, c'était Tours Vannes, je crois, tu vois, enfin un match de bas de classement de Ligue 2. C'est un de mes premiers matchs. On est en 2000, sans mentir, on doit être en 2008, 2009. 2008 je crois. Et je vois un mec, fin du mois d'août, débarquer après le match devant le vestiaire de Tours, en claquette, grand comme la Tour Eiffel. Je dis ça parce que je suis pas très grand. Grand comme la Tour Eiffel. C'est pas moi qui vais faire le mec. Grand comme la Tour Eiffel. Et le gars, je le vois, et en fait, il en imposait déjà, tu vois. Alors, il avait une coupe genre à la tectonique, là, tu vois, avec le truc comme 2008, ça. Ouais, et là, je regarde et je me dis, tiens, c'est qui ce type? Et je parle avec un mec du club. Je dis, c'est un joueur qui est un ancien de Grenoble, prêté à Istres, qui a marqué pas mal de buts l'année dernière en Ligue 2 ou en National, je sais plus. Et là, il a été recruté à Tours. Et si on m'avait dit à ce moment-là que ce mec-là allait devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant Platini, Henry, Zidane, Papin, Trezeguet et consorts, je l'aurais pas cru. Donc c'est pour ça qu'en fait, entre 2008, 2009 et maintenant, tu parles de résilience, mais c'est même plus que ça. C'est une force mentale hors du commun pour arriver à... Parce que c'est un joueur qui a percé sur le tard. Il a commencé en équipe de France, je crois, à 24-25 ans. C'est hyper tard. Qui a été victime. Et je t'ai dit que je l'ai floqué avant, j'aime beaucoup, mais... Il a été victime on l'a opposé injustement à Benzema parce que c'est pas parce que Giroud était appelé que Benzema ne l'était pas. Il fallait décorréler les deux histoires. Forcément, il y a des gens qui ont fait l'amalgame là-dessus, mais après, Karim aussi, pas Benani, Benzema plutôt. Ouais, Benani non plus n'a pas été irréprochable. Non, j'allais dire la F1 et le. Non, c'était pas oui, fin, ça. Oui, mais alors je rentrerai pas dans ce truc-là parce que je pense qu'il y avait beaucoup de frustration chez Benzema à ce moment-là de ne pas être appelé en équipe de France et que par opposition, tout le monde lui opposait Giroud. Et qu'à un moment donné, inconsciemment, je pense, c'est rentré dans son esprit aussi, tu vois. Mais à quel moment Giroud est au-dessus de tout ça? Moi, c'est ça que je trouve impressionnant. Il parle beaucoup de sa foi, il parle beaucoup de sa famille, de ses proches. Je crois qu'il a trouvé un refuge intéressant et important. Mais oui, l'abnégation, parce que c'est un beau joueur quand même, Olivier Giroud. Je vous invite à regarder. Les buts qu'il a. Voilà. Le top 10 top 10 des buts d'Olivier Giroud, c'est fabuleux. Enfin, il a marqué des buts qui ont été nommés au prix Puskás. C'est pas un joueur en bois, quoi. Tu vois, c'est pas un mec pas à droit avec ses pieds. On parlait beaucoup de Zlatan, technique et tout, mais Giroud est très technique aussi, quoi. Donc voilà, une autre manière, c'est pas Benzema évidemment, c'est pas Neymar, mais voilà, une carrière hors du commun, champion du monde, champion d'Europe, j'espère, champion d'Europe, j'espère là en 2024 avec l'équipe de France. Et puis voilà, vainqueur de la Ligue des Champions, Ligue Europa. Enfin, le mec, il a quasiment tout gagné, donc respect, gros respect à ce mec-là. Et donc pour l'histoire, moi je floquerai Giroud. Et en plus numéro 9, c'est mon chiffre préféré. La mini parenthèse là-dessus, je pose souvent la question que ce soit des sportifs, des athlètes, donc du coup ou des entrepreneurs, mais est-ce que le talent est plus fort que la passion Ouais, c'est ça déjà ma question. Parce que je pars du principe, pour te donner un petit astérix, je crois que la passion mène au travail, au très dur, au dur labeur. En fait, il y a un truc moi qui me gêne en ce moment, en 2024, c'est que je pense qu'il y a 20 ans, le savoir-faire primait sur le faire-savoir. Ok. Je pense que si tu étais talentueux, tu réussissais instantanément. Ou quasiment dans la foulée. Si tu faisais tes études et que tu étais super fort dans ton domaine, dans ta branche, tu trouvais du boulot après derrière. Moi, je regarde par le prisme de mon métier, et je ne vais citer personne. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2024, certains arrivent à faire carrière juste avec le faire savoir. Et non pas forcément un savoir-faire incroyable. Et parfois, il y a des gens talentueux dans ma branche, dans le journalisme, à la télé, radio, ce que tu veux, sur Internet. Il y a des gens qui ont énormément de talent, mais qui passent à côté de carrières immenses, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et qui ont un bagou, un faire-savoir tellement puissant, gros réseau, tout ça, qui leur passe devant. Et moi, ça me gêne, ça. Moi, ça me gêne parce que pour moi, le talent doit primer. Mais c'est pas un skill, par exemple, de savoir bien s'entourer, de savoir... C'est devenu un skill, bien sûr. Ça fait partie des qualités. Enfin, le gars à gauche que je viens de décrire, ou la nana, bravo à cette personne de réussir comme ça aussi, avec un gros réseau. Mais de manière intrinsèque, cette personne-là, la personne A, a moins de talent que la personne B.
et pourtant elle va passer devant la personne B. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, le talent doit quand même primer au-delà, le talent intrinsèque, plus que le talent d'avoir du réseau et des numéros de téléphone et du bagou. Savoir C'est faire ça qui ton doit job. donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'en 2024, ça a évolué, ça a changé. Donc le talent ne suffit plus, malheureusement, aujourd'hui. Dans le foot, c'est un peu différent. Je pense que quand tu es talentueux, tu as une petite carrière, minimum. Mais il y a des joueurs qui ont réussi à faire des carrières énormes, immenses, en étant moins talentueux que d'autres. Parce qu'ils avaient, au-delà du... Là, c'était pas le faire savoir, c'était, je pense, une discipline dont tu parlais tout à l'heure, hors du commun. Giroud en fait partie, selon toi? Oui, c'est un asset. Il a une vie d'asset, Giroud. Ouais, enfin, il n'a pas un pet de graisse à 37 ans. Ouais, mais Zlatan, Zlatan, non, pareil. dire talentueux, Zlatan, mais en fait, il a fait du taekwondo et tout. C'est comme ça qu'il a appris. Après, Zlatan, ultra talentueux. Mais si tu veux comparer deux joueurs monstrueux, les meilleurs joueurs de ces 30 dernières années, Ronaldo, Messi. En termes de qualité intrinsèque, Ronaldo a moins de talent que Messi. Agreed. Et pourtant, à un moment donné, les mecs se sont battus pour des ballons d'or. Après, il y a des pro Ronaldo, des pro Messi. Mais pour utiliser juste vraiment ces deux exemples-là, Ronaldo s'est mis au niveau de Messi par son travail, par sa discipline. Il en parlait encore il y a quelques temps. Il disait, voilà, moi, après 22h, j'éteins les téléphones, j'éteins le truc, je vais me coucher. Je dirais que Messi a une moins bonne non, j'en sais rien, dedans, ou pas mais il a beaucoup plus de talent. Donc tu penses que si Messi avait encore plus travaillé, il aurait pu avoir 10 ballons d'or au lieu de... Je sais pas, peut-être qu'il a potentiellement autant travaillé que Ronaldo. Okay. Mais en tout cas, Ronaldo, besogneux, et Benzema pareil, par exemple. Tu vois, Benzema, beaucoup de talent, évidemment. Mais je te raconte une anecdote. Benzema, en 2004, l'équipe de France est championne d'Europe dès 17 ans. La fameuse génération 87. Samir Nasri, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa, Karim Benzema. Les 3 premiers cités sont titulaires en finale contre l'Espagne. Le dernier que je viens de se citer, Karim Benzema, n'est même pas titulaire. Il est sur le banc. Les 3 sont titulaires. Qui a eu un ballon d'or 20 ans après? Benzema. Et mieux encore, Nasri dit que sur les 4 dont tu parles, celui qui a eu la meilleure carrière, c'était le moins talentueux. T'imagines? C'est incroyable. Mais c'est un besogneux de malade. Je l'ai vu travailler, moi, un peu au Real Madrid, parce que j'avais fait une interview de lui sur place quand il était arrivé. Il n'a pas été connu ça? Être un peu dans l'ombre d'un Ronaldo? Mais si, il a été dans l'ombre d'un Ronaldo. Ça, mais c'est une forme d'intelligence et de talent aussi. De reconnaître qu'à ce moment-là, tu es moins fort que cette personne-là, donc tu vas te mettre au service de ce gars-là pour gagner des titres. C'est ce qu'il a fait. Il a toujours été titulaire parce qu'il était celui qui magnifiait le jeu de Ronaldo. Mais une fois Ronaldo parti, il a compris qu'il y avait une brèche qui s'était ouverte et il s'est réinventé. Il a travaillé 2 fois plus que les autres. Vie d'asset, il mangeait des graines tous les jours. Ces trucs de récup là. Ouais, voilà. Et donc voilà. Donc c'est pour ça le côté besogneux. Ouais. Donc ce côté besogneux, il l'a travaillé comme Ronaldo et comme dans la vie de tous les jours. Finalement, je pense que quand tu as un moment de talent que les autres, si tu bosses beaucoup plus, tu peux te mettre à niveau. Voilà, donc le talent ne suffit plus aujourd'hui en 2024, mais c'est bien d'en avoir quand même. Je pense que tu as du talent, toi, mais je pense aussi que tu as beaucoup de la discipline, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ambition. Il y a un joueur dont je veux parler, on va pas refaire toute ta carrière, mais par contre, je crois que c'est assez tôt dans ta carrière que Thierry Henry, tu l'as rencontré, que ça a eu une sorte de déclic. Est-ce que tu peux me raconter, et la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que toi tu as ressenti au-delà de la porte qui t'a ouverte, etc., toi, en termes de confiance en toi, de valeur, de self-esteem, de connaître ta valeur, qu'est-ce que ça a changé? J'adore raconter cette anecdote, je la raconte souvent, mais j'aime me la rappeler parce que j'aime m'en souvenir. Et je te promets que je ne travestis pas l'histoire, je ne la change jamais d'un iota. Je connais l'histoire, moi. Mais jamais d'une virgule. Vas-y. Tu me diras si je raconte la même chose. Mais des détails en plus. Ouais, si tu veux. Non, j'arrive à Paris, moi, en 2005, de Marseille, donc je connais vraiment personne. Vraiment, c'est très compliqué pour moi au début. J'arrive dans une école de radio. Je fais 1 an dans cette école-là, ça se passe hyper bien. Je découvre le métier du journalisme, mais je me sens assez seul quand même, pour être honnête. J'ai pas de potes ici à Paris, c'est complexe. Je vais tous les week-ends quasiment au Louvre. Je suis un malade d'histoire, j'adore ça. Et donc, c'est le seul endroit où je me sentais bien. Je me sentais vraiment dans mon élément là-bas, au milieu de tous ces tableaux, de ces touristes qui observaient le Louvre. Je connais un peu le Louvre comme ma poche maintenant, même si certains tableaux ont changé de place et tout ça, mais les différentes ailes du Louvre, enfin, je les connais par cœur parce que je passais vraiment tous mes dimanches quasiment là-bas, parce que je m'embêtais sinon à Paris, quoi. Je faisais toujours la même chose. Donc j'allais au Louvre et je me posais, je lisais un livre. Et je fais 1 an comme ça, à Paris, avec cette ambition dont tu parlais, mais au-delà de l'ambition, j'étais obligé de réussir. Donc c'était pas juste terminer ton école, c'était trouver un beau job. Il fallait que je trouve du taf, toujours pour mes parents, pour que mes parents se disent, ok, il a fait le bon choix d'aller là-bas.
On a validé ce choix-là. Il est monté à Paris. J'ai quitté ma famille, mon frère, ma soeur, mes parents, pour venir à Paris, m'installer seul à 22 ans. C'est super dur. Quand tu n'as jamais quitté ta cité, tu arrives là dans une ville. J'étais un Indien dans la ville. C'était Mimi Siku qui découvrait avec des klaxons qui klaxonnaient trop fort. Enfin, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Bref, même si Marseille n'est pas un village, c'est une grande ville aussi. Ouais, ça klaxonne bien aussi, je crois, à Marseille. Ouais. Ça parle un peu fort. Ouais. Mais, et donc j'arrive dans cette école et au bout d'un an, on doit faire un stage. On m'intègre à RMC grâce au directeur de l'école en question, qui avait quelques contacts, et il me dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller à RMC pour faire un peu l'ancêtre des podcasts à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait découper et mettre sur Internet des extraits, des émissions, tout ça. En gros, pour schématiser. Donc je dis, ok, pas de problème. Donc je fais un stage un peu ingrat parce que je ne suis pas affilié à la rédaction des sports d'RMC, je suis affilié à la production, côté production. Okay. Donc on ne me calcule pas. Donc tu fais de la post-prod en gros Je fais de la post-prod. Okay, c'est-à-dire je suis enfermé dans une cabine qui doit faire 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Et dans cette cabine-là, un casque toute la journée, de 15h à 23h. Et j'écoute des sons qu'on m'envoie de région et je dois les compiler et les rentrer dans la bécane. En gros, c'était un peu ça mon travail. Un peu ingrat, mais je m'en foutais, j'étais trop content d'être un premier pied dedans, quoi. C'était génial. Donc là, j'arrive en juillet 2006, le jour de la finale de la Coupe du Monde. C'est mon premier jour. 12 juillet. 12 juillet. Non, c'est pas 12 juillet. Je crois pas que ce soit 12 juillet. Non, c'est le 9 juillet. C'était la finale, c'était pas 12 juillet, c'est 98. Je crois que c'était 15 juillet. 14 ou 15 juillet. 15 juillet, c'est 2018, c'est sûr. Bah, on n'était pas loin de ça. Donc la finale. Bah, tu vois, on se souvient quand on gagne, mais on se souvient pas de la date quand on perd. Et donc, je me souviens de cette finale. J'ai vécu cette finale où je vois la tête, le coup de tête de Zidane, la Panenka. Attends, t'es au stade ou pas? Non, à RMC. Okay. À RMC, et je vis. Premier jour, vraiment littéralement premier jour RMC, ce jour-là. Okay. J'arrive, machin, je découvre le truc, je vois des personnalités à l'antenne, Roland Courbis, Jean-Michel Larquet, je vois ces gens-là, et je me dis, mais c'est fou quand même, je croise des gens que j'écoutais à la radio, parce qu'à RMC, j'écoutais beaucoup quand même, jusqu'à maintenant, tu vois. Bref, et donc je commence mon stage comme ça. Tout le monde se barre en vacances, moi je reste un des seuls à bosser à RMC tout le mois de juillet, août. Je bosse et puis un jour, je suis dans ma fameuse cabine là, j'avais fini mon travail, donc je reste un peu, je vais en régie sur le plateau et je vois un mec présenter le multiplex de la Ligue 2. Déjà le multiplex, tu vois, c'était marrant. Multiplex de la Ligue 2 et le gars qui est en régie se sent malade, genre il a une crise de foie, je sais pas, estomac, machin. Il peut plus rester debout, il a mal, il n'en peut plus et il y a personne dans la rédac. Tout le monde s'est barré. Il y a le réalisateur, le chef d'édition, moi de la production la post-prod, stagiaire et le présentateur. Et il me dit il faut que je m'en aille, Karim, est-ce que tu peux prendre le relais? Moi, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais piloté une émission. J'avais 20. Qu'on comprenne, c'est quoi? Tu choisis les angles, les caméras qui vont être choisies. Non. Le réalisateur est là pour lever les potards dans les micros. Toi, tu es en régie. Tu dois appeler des invités au téléphone, tu dois dire au présentateur on va partir dans 2 minutes, on est en pub, attention là il faut dire ça, machin. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, je suis un stagiaire que personne ne calculait à la rédac, on passait devant ma cabine, personne ne me calculait vraiment, tu vois. Donc là je dis ok, je veux bien te remplacer, mais du coup là j'ai un peu, comme j'ai plutôt une bonne culture foot, je souffle plein de trucs au présentateur dans les ordres, tu vois, tu dois dire ça, tu dis ça, machin. Bon, le lundi, il le dit ou pas? Ouais, il prend des trucs que tu... Okay. Ça se passe hyper bien. Il ressort de l'émission, il me dit bravo, franchement, tu connais vachement bien le foot et tout. Et j'arrivais à la fin de mon stage, je devais reprendre l'école en septembre, tu vois, la 2e année. Et je me fais convoquer le lundi qui suit par le directeur de la rédac d'RMC, qui ne m'avait pas calculé pendant 3 mois, 2 mois et demi. Je vais dans son bureau, moi je suis tout penaud comme ça, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, je te fais Il paraît que tu as remplacé Louis samedi. Je voulais te féliciter parce qu'il y a eu un super retour du présentateur. Raconte-moi qui es-tu, tout. J'explique un peu qui je suis, ce que je fais. Ça t'intéresse un stage à la rédaction à RMC? Je dis ouais, pourquoi pas? Il me dit non, parce que tu as été bon dans ce truc-là, bravo. Je dis ok. Donc j'obtiens un stage à RMC, je prolonge du coup un stage, mais là cette fois-ci côté rédac. Mais t'es en septembre ou pas? En septembre. Reprends pas les cours du coup? Non, je reprends les cours et en alternance, je suis en stage à RMC. Okay. Et on me dit tu peux intégrer la rédac. Donc c'était déjà une première victoire. Je quittais ma fameuse cabine pour aller respirer de l'air et pouvoir aller en reportage, machin, en étant stagiaire rédac. C'était une première victoire. Je fais un stage, je commence au bout d'une semaine, je sais plus, quelques jours seulement. On fait une conférence de rédac. On est fin septembre, je crois, un truc comme ça. Conférence de rédac. Et on nous dit Thierry Henry va faire une conférence de presse pour nous raconter, nous donner le nom de son nouvel équipementier.
on avait déjà l'info, c'était Reebok. Et il exit, je sais plus, Nike ou Puma, je sais plus où il était, et il arrive chez Reebok. Je me souviens même pas qu'il était chez Reebok. Moi aussi, ouais. Et donc, on me dit, tu veux aller à la conférence de rédac, conférence de presse, c'est sous le pont Alexandre III. À l'époque, c'était le Showcase, la boîte le Showcase. Très bien. Tu vois où c'est? Ouais, c'est plus le Showcase, aujourd'hui c'est un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelait, mais ça s'appelle aujourd'hui, mais ça s'appelait le Showcase à l'époque. Avec le fumoir où t'as le lever de soleil sur la scène, magnifique. Et donc t'es vraiment sous le pont Alexandre III, qui est l'une des plus belles vues de Paris, t'as les Invalides plus loin, machin. Et donc on me dit, donc là il y a tout le monde, et les gens sont un peu occupés, non moi je peux pas y aller, non je peux pas y aller. Et là le directeur de rédac se retourne vers moi, il fait, rédacteur en chef, tu veux y aller Karim? Je fais bah ouais de ouf, bah moi j'avais jamais fait de conférence de rédac, enfin conférence de presse. Titi, conférence de presse. Et je dis non mais parce que là moi à mon avis je le rencontre pas, tu vois. Et on me dit, tu le vois quoi. Ouais, oui je vais le voir quoi. Et on me dit ok bah, et sur le ton de la boutade on me dit, et essaye de le caler pour l'émission en direct Louis Attaque tout à l'heure à 17h ou 18h. Il y a Luis Fernandez et Didier Deschamps qui sont dans l'émission, parce que Deschamps était consultant à l'époque, il n'avait pas de club. Il était consultant de Luis Fernandez sur RMC. Okay. Et donc on me dit cale-le en direct tout à l'heure. Bon, tu n'y arriveras pas, il y a trop de monde, mais si tu y arrives, t'es un boss, un truc du genre. Moi j'ai gardé ça dans ma tête, je me dis attends mais il faut absolument que je cartonne et que je le fasse. Je suis là avec mon vieux Nokia de l'époque, je pars avec mon Agra, donc c'était le truc qui me permettait d'enregistrer avec un micro, et là je vois une flopée de journalistes partout, j'avais jamais vu ça de ma vie, des journalistes dans tous les sens, machin. Je te fais l'histoire en longueur, hein. Vas-y. Et donc là je vais proposer mon micro, et tu poses ton micro en fait pour enregistrer, t'appuies sur le truc et ça enregistre. Là il y a Henri qui arrive, donc tout le monde pose des questions machin, et là je me dis mais il faut que je le mette en direct, mais comment je vais faire? Là je récupère pendant la conférence de presse le truc qui enregistre, ça sert à rien que j'enregistre plus, aucun intérêt. Je vais essayer de passer derrière en backstage, donc je passe par les backstage. Je croise un mec qui bossait à Téléfoot, que je connaissais un tout petit peu, parce qu'il enregistrait des podcasts à l'époque, des anciens des podcasts, dans mon école de radio. Ils avaient un studio, et je le connaissais, on s'était déjà croisés 2-3 fois. Ok, tu connais un peu aussi. Et donc il m'a dit, tu vas bien Karim et tout. Je dis, ouais, ça va, je peux rester là. Je dis, t'embête pas. Il me dit, non, je dois faire tirer Henri après pour Téléfoot. Je dis, je peux lui parler 2 minutes avant que tu le fasses, s'il te plaît? Il me dit, ouais, pas de problème. Ok. Là, il passe. Thierry Henry a fini sa conférence de presse. Moi, j'avais appelé ma rédac, la régie, en fait, en disant attention, à tout moment, je peux vous mettre en direct Thierry Henry. Déjà, le mec à la régie, il se dit il est fou, il va pas y arriver. Je dis restez en alerte au cas où. Là, il passe. Henry, il passe. Je chope le bras, comme ça, je fais Monsieur Henry, bonjour, je suis avec. Vous voyez, hein. Ouais, j'ai dit je suis avec Luis Fernandez et Didier Deschamps au téléphone pour RMC et tout. Il fait quoi? Je bégaye un peu, tu vois, je suis un peu stressé. Je dis, c'est pour l'émission, c'est à RMC, c'est l'émission de référence de Luis Fernandez, et il y a Didier Deschamps, votre capitaine, qui est là aussi. Et là, je regarde, je fais, en fait, je suis stagiaire, et si franchement vous prenez ce téléphone, honnêtement, c'est cool pour moi, quoi, ça change un peu ma vie. Et il me regarde et fait, vraiment? Je dis, bah, si je vous mets en direct, ils m'ont demandé de vous mettre, si je vous mets en direct, pour moi, c'est génial, quoi. Et il me fait, bon, allez, vas-y, donne. Il prend le téléphone, il fait une demi-heure. Une demi-heure sur RMC à rire avec Luis Fernandez, Didier Deschamps. Moi, je suis en train de me friser les moustaches. Je me dis, c'est incroyable. Mais moi, déjà, dans ma tête, je regardais l'image. Je me dis, il a mon téléphone à l'oreille. Et il est en train de téléphoner avec mon vieux Nokia. Là, il parle. Sa manager en anglais, elle vient m'embrouiller. Je comprends rien à ce qu'elle me dit. Et il lui dit, vas-y, laisse. Et ton pote, tu le fais attendre une demi-heure pour rien. Enfin, ouais, là, il était vénère lui aussi, parce que j'ai décalé tout son planning, tu vois, juste après. Il raccroche. Non, il me prend par l'épaule, il me dit vas-y viens on sort là où tu voyais le lever de soleil derrière le showcase, on sort par là, et il me dit vas-y, il continue la discussion comme ça, il me prend par l'épaule parce qu'il a peur il a pas peur mais il a pas envie qu'on m'embrouille quoi, tu vois. Ouais, et après il raccroche, il fait j'espère que ça t'aide dans ta carrière, et il me redonne le téléphone. Je rentre à la rédac, tout le monde m'applaudit, mais quand je te dis vraiment littéralement tout le monde m'applaudit, et je crois 2-3 jours après, peut-être une semaine après, premier CDD d'un an juste après, et j'ai commencé l'antenne 2 semaines après sur RMC, ça a commencé comme ça. C'est quoi l'émotion que tu ressens? là, je te jure, je pense à mes parents. Je me dis, j'ai appelé mes parents après derrière, je leur ai expliqué tout après ça. Thierry Henry ou après la rédac? Non, la rédac surtout, tu vois. En fait, c'est la mini-fierté quand même de te dire, t'es pas un imposteur, t'as bien eu raison de choisir ce métier-là, cette branche-là. Je pense que t'as quelque chose à faire dans ce taf-là. C'est là où tu te dis, c'est la première fois que je me suis vraiment dit, je pense que je peux avoir une carrière là-dedans. Je pense que je suis légitime, en fait. Ouais. Okay. Je pense que je peux avoir une carrière là-dedans parce que j'ai osé, j'ai eu du culot. Et en fait, je pense que je peux y arriver. Et ça, vraiment, ça m'a donné confiance. Je parlais de confiance tout à l'heure pour terminer. Ouais. Ça m'a donné une extrême confiance en moi. Et je pense que ça part de là. Vraiment. J'ai eu confiance en moi après cet épisode-là quand je me suis fait applaudir. C'est même pas limite d'avoir interviewé Thierry Henry, c'est de m'être fait applaudir par les gens, par mes pairs, entre guillemets, tu vois. Même qui n'étaient pas mes pairs à l'époque, mais parce que j'étais stagiaire, mais quand même. Et avant d'arriver à la rédac, donc tu dis c'est un truc de fou, mais est-ce que le fait que tout le monde t'applaudisse,
confirme en toi, voire tu dis j'ai fait un truc qui est encore plus fou que ce que je pensais. Ouais. Tu vois Non, ce que je veux dire? mais le matin, je pars, je suis un kidam. T'es En un vrai- quoi, en- t'as dit? Un kidam, une nobody, quoi. Je suis Ok. personne, tu vois. Je pars de la rédac, je ne suis personne à leurs yeux. Je rentre le soir, je suis celui qui a réussi à caler Thierry Henry. Sauf que je suis sûr et certain que dans ta tête, tu dis ok, c'est cool, maintenant faut que j'assume. Maintenant, non, je me suis dit, maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Non, mais quand je dis j'assume, Oui. c'est il m'offre l'opportunité, mais Bah, maintenant, la à porte, chaque elle- fois, tu te dis c'est jamais Non, mais acquis. la faut porte, que- elle s'est ouverte, quoi. Tu vois, la porte a été fermée à double tour. J'avais déclipsé une première fois la clé Ouais. en tournant dans le barillet et ça s'était pas ouvert. Le truc de Thierry Henry m'a ouvert grandement la porte. En gros, maintenant le chemin est par là, vas-y. Il y aura des embûches, hein, mais tu as le droit d'aller de passer la porte, quoi. En gros, c'était ça. Je raconte pour les gens parce que c'est hyper beau. Bon, déjà, tu l'avais raconté, mais surtout, vous êtes retrouvés à l'antenne sur Prime. Mais on s'est Et, retrouvés plein de fois après. Ouais. Non, mais je trouve que ce moment. Enfin. Et puis de manière, je pense qu'il t'apprécie beaucoup, mais il est content de t'avoir donné ce Ouais. coup de pouce. Oui, Donc, bref, c'est une super belle histoire. J'aimerais savoir, c'est quand la fois juste après où vous êtes recroisés après ce super événement. on s'est revus Coupe du Monde 2010, donc 4 ans après. Hein. Tu leur parlais de ça ou pas? De ce truc en mode Et en fait, oui, il m'a- star connu. Non, mais en fait, il passe dans une zone mixte après un match de l'équipe de France où lui, il joue pas trop. Et on se croise là. Et en fait, il bug quand il me voit. Et je lui dis, ah, mais je me souviens pas, pour Alexandre III, machin. Et le temps qu'il reconnecte, il fait, bien sûr, il a une mémoire de dingue. Hein. Il a une mémoire de dingue. Il fait, mais bien sûr, machin. Il se souvenait pas de mon prénom, machin. Hmm. Il me check, tu vas bien? Bah, je vois que, en gros, ça a marché, quoi. Si t'es là, en gros, c'est que ça a marché. On sourit, machin. Il me check, je le check, terminé. Tu lui as dit, tu lui as Ouais. redit c'est grâce à toi ou Bah, pas? je vais pas dire c'est grâce à toi, non, honnêtement, je Mais- vais pas mentir. Mm. J'étais là, j'étais content de le checker. Et voilà, et après, on s'est retrouvés pas mal d'années après à bosser ensemble à Amazon. Et, C'est là où tu t'es lié d'amitié réellement. ouais, parce que là, en fait, j'avais mûri, lui aussi. Il était plus joueur, moi j'étais devenu journaliste confirmé, on va dire. Et en fait, le big boss d'Amazon, Alex Green, était là. Et pour le premier jour, hein, je sors du multiplex de ma première émission sur Amazon et je sais que Thierry est là. Je sais qu'il est dans la loge à ce moment-là pour sa première. Je l'avais pas revu depuis 2010. Hein. J'arrive dans le truc, on se voit genre plus de 10 ans après. Et, Tu stresses ou pas là? non, je stresse pas, mais je suis content de me rappeler à son bon souvenir, quoi. Enfin, j'espère. C'est pas à ce moment-là. n'importe, c'est pas Là, lambda. quoi. là, j'arrive, je dis bonjour à mon big boss, Mhm. le boss d'Amazon Europe. Là. On se dit bonjour et il me félicite pour la première émission que je viens de faire sur Amazon. Et il y a Thierry qui est derrière. Et je le check, il se lève, on se serre la main. Je fais, tu me remets ou pas du tout? Il me fait, bah bien sûr. Il me dit, bah, t'étais sur Canal pendant pas mal d'années. Non, je dis, mais au-delà de ça, il me fait, bah bien sûr, parce que quand t'es sur Canal, je me suis dit, c'est le gars d'RMC de l'époque. Et en fait, j'ai dit, mais t'as une mémoire de malade. Il me dit, je me souviens de cet événement. Il me dit, t'as failli m'arracher le bras quand on était sous le pont Alexandre III. Et en fait, il se souvient de ça. Et effectivement, notre amitié a commencé, je vais dire, pour moi, elle a commencé, parce que dans mes rêves les plus fous, elle a commencé en 2006. Ouais, c'est Je ça. pense Ou qu'il y même avait rien à avant, faire. quoi. Mais oui, réellement là, à ce Ok. moment-là, tu vois, à Amazon. Et donc, on arrive encore à s'appeler. On s'est eu au téléphone il n'y a pas très longtemps pour qu'il me parle un peu des jeux, de sa vie. Et puis, on parle aussi de la vie perso, quoi. Et c'est ça qui est assez Bon, agréable. On lui souhaite bonne chance avec les Ah espoirs. ouais, j'aimerais trop. Est-ce que si on intellectualise 2 secondes sur cet événement, tu as un apprentissage? Il y a un truc où depuis tu t'es dit, je sais pas si c'est osé. Si. Ouais. Si. Non, je te disais, ça m'a ouvert la porte, mais ça m'a aussi ça m'a ouvert une porte factice devant moi, là, imaginaire. Mais ça m'a débloqué beaucoup de choses aussi dans mon Sky esprit. is the limit dans ta tête, tu Bah, t'es dit. ouais, au-delà de ça, je me suis dit, tu vois, en fait, si tu tentes, ça peut fonctionner. Tu vois, ça peut fonctionner. Et donc, j'ai arrêté de m'excuser d'être là, je pense, très vite, finalement, grâce à cet événement-là. Je me suis dit, OK, peut-être que tu n'as pas le même parcours que les autres, peut-être que tu viens pas du sérail comme certains, que tu n'auras pas le même parcours que certains, mais ce sera ton parcours, ta personnalité, et tu vas montrer ce dont tu es capable. Honnêtement, avant ça, j'avais confiance en moi parce que pour monter à Paris, il faut avoir confiance en soi. Monter à Paris, faire un prêt étudiant, t'endetter avant même de commencer à Bien sûr. aller à l'école, c'est que tu as confiance quand même en toi. Sinon, ça veut dire que tu es Sans complètement, garantie. complètement inconscient et que tu fais n'importe quoi. J'avais confiance en moi. Je pensais que je pouvais réussir. Quand j'ai eu la différence, c'est ça la nuance. Avant cet événement, je pensais que je pouvais réussir. Après cet événement, je savais que j'allais réussir. C'est la vraie différence. Donc la question c'était le comment. Ouais, comment? C'était comment je vais y arriver. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça s'est produit très vite. C'est que j'étais encore étudiant quand ça s'est produit. Il y en a qui ont ça 4, 5, 6 ans après avoir fait des études. Moi, j'ai eu ça tout de suite. Ce déblocage dans mon esprit, et je l'ai eu d'emblée. Et ça m'a aidé parce que j'ai été précoce finalement dans ce taf-là. J'ai eu des responsabilités assez vite à l'antenne alors que j'étais tout jeune, quoi.
On va reparler de ça. J'ai juste une mini question qui est pas si mini que ça. À ce moment-là, tu t'es prouvé que tu pouvais y aller. Je pense que tu as rendu fier tes parents. Mhm. Et à ce moment-là, tu t'es dit que je n'avais plus rien à prouver à personne. Ah si, non, 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 Non non, non, mais encore aujourd'hui, Yacine, il faut La- que je prouve encore des choses, mais pas aux gens, à moi-même. toi. Eh ben, la question est ça, c'est quand le jour où tu t'es dit, j'ai rendu à mes parents. Non pas que je le sais, je le vois, moi, mes parents, je leur rendrai Ouais. toute ma vie. Mais j'ai plus rien à leur prouver parce que je suis conscient qu'ils savent que j'ai essayé de leur rendre ce qu'ils m'ont offert. C'est une bonne question parce que je sais pas à quel. Il faudrait que je leur pose la question. À quel moment eux ils se sont dit. En fait, à quel moment ils se sont dit c'est bon, on est tranquille, ça va rouler. Et je sais Je pas. serais Je pense. étonné, ce serait pas 2006 ou 2008 pour Non, eux, beaucoup plus non, tôt honnêtement, que je, ce que tu je penses. pense que le jour où j'ai signé mon premier CDI Ouais. en 2008 à RMC, je pense que là ils se sont dit bon, ok, on peut se reposer tranquille quoi. Ça va rouler pour lui. Il a son petit CDI, Ok. il y a de l'argent qui tombera tous les mois, il peut se loger, il peut se nourrir, il peut avoir sa voiture, il peut commencer sa vie. Je pense honnêtement ça a été là. Le jour où ils ont vraiment, vraiment, vraiment été fiers, je le connais ce jour-là, c'est le jour où j'ai signé à Canal+ en 2013, été 2013, et l'équipe m'a consacré une pleine page. Il y avait mon nom en gros quoi. Ok. Mon père, il est encadré chez mes parents, hein. Cette page-là de l'équipe est encadrée chez mes parents. C'est une interview de moi pour mon premier jour à Canal. C'est ça Et, la grosse et, fierté. Quoi. Et en fait, il y a une photo de moi comme ça, avec en gros mon nom, dernière recrue de Canal, machin. Ouais, là, je pense que j'ai tapé fort à ce moment-là pour mes parents parce que mon père voit son nom dans le journal, c'est dingue quoi, c'est fou en fait. Donc ouais, je pense que là la bascule elle a été là où là j'ai intégré Canal, une chaîne qu'on regardait avec mon père, avec mon frère, à la télé, les émissions que j'allais présenter, c'est des émissions que je regardais plus jeune avec mon père, tu vois, en famille. Donc là je pense que là ils se sont dit, ok, lui là il a réussi quoi dans ce qu'il voulait. Tu as ouvert ces portes, tu fais partie d'un milieu très fermé, dans lequel tout le monde se connaît, ou presque. C'est quoi le plus beau kiff que tu aies pu faire via ton job auprès de ta famille, hormis cette page? Est-ce que c'est rencontrer un joueur? Ouais, faire rencontrer Zidane à mon père. Il a pleuré? Non, mais Et toi? non plus, mais j'ai vu. En fait, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an. Un gala organisé par la famille de Zizou, par son neveu, le fils de son frère, Riyad, que je salue, qui a organisé un salon international du football à Aix-en-Provence, enfin entre Marseille et Aix, au Z5, qui appartient à Zizou. Et, Club de Five. voilà, et donc il y avait les 25 ans de la victoire de l'équipe de France, 98, l'année dernière, en 2023. Et donc, il y avait des matchs organisés par France 98. Et moi, j'habite à côté, enfin mes parents habitent à 10 minutes en voiture. Et donc, je me dis, j'ai été invité. Moi, je vais emmener mon père. T'as le droit? Oui, bah, à Ouais, ce moment-là, t'as le droit en plus, hein. j'appelle les membres du truc, je dis, bah, j'emmène mon père. Ok, pas de problème. Et donc, j'ai vu la fierté dans les yeux de mon père de voir tous les joueurs de l'équipe de France 98 qui venaient, pour certains me faire la bise et certains me serrer la main. Bogossian qui arrive, qui me fait la bise. Dugas qui me fait la bise, que j'ai travaillé avec lui à Canal. Deschamps qui s'arrête et qui me claque la main. Bernard Diomède. Thierry n'était pas là. Ok. Il pouvait pas. Robert Pires qui me fait la bise. Et en fait, mon père, il y a Zizou qui est pas loin, Carambeu qui me serre la main. Tous les joueurs de l'équipe de France me connaissaient. Et c'est pas du tout vaniteux de dire ça. Enfin, c'est pas pour parce que ça fait longtemps que parce qu'on s'est croisés sur des plateaux, tout ça. Et là, il y a Zizou qui arrive et mon père le voit arriver. Et Zizou, Karim, il voit pas mon père sur le côté. Il fait, Karim, tu vas bien? Et il me claque la main comme ça. Il me dit, ça va, t'as la forme et tout. Et après, je fais, ouais, Zizou, il faut que je te présente mon père. Et là, j'ai vu dans les yeux de mon père, je pense qu'il s'est dit, ok, c'est costaud, quoi. Il connaît Zizou, quoi. il connaît Zizou. Et j'étais fier de présenter Zizou à mon père. On a fait la photo là à la maison. Et voilà. Et puis quand on est rentré, ma mère a vu ça. Elle a trouvé ça génial. Donc, je pense que c'est le plus beau kiff. C'était un aboutissement pour moi, c'était une sorte de récompense aussi, tu vois, de montrer à mon père, papa, regarde, j'ai réussi. Et en fait, réussir, c'est évidemment ce que j'ai réussi à faire dans mon taf, mais là, ça se matérialisait par une rencontre entre le plus grand joueur de l'histoire pour moi, tu vois, Zizou, et mon père. Aussi, et mon père, ouais, bien sûr, un mec qui a réussi dans son milieu, machin, qui véhicule des valeurs, et comme mon père a vu que son fils et Zizou se parlaient d'égal à égal, on va dire, le moment d'un instant, le moment de juste ce moment-là, un instant, ça a rendu fier mon père, je crois. Bon,
Je parle pas des objectifs en général. J'aime pas, je sais pas, j'ai trop peur d'échouer, de me dire que tout le monde me voit. Mais j'ai toujours dit que mon objectif final de la personne que j'interviewerai, d'ailleurs je sais même pas si je veux l'interviewer en réalité, mais faire rencontrer mon père et Zizou. En fait, je pense que les gens ne comprennent pas. J'ai vécu 2018, 98. Voir ton père, en plus, bon, je sais pas comment est le tien, moi peu expressif, et c'est les seules fois de ma vie où je le vois si heureux. Et toi, t'es à côté et tu le vois. En fait, je comprenais pas. Il y a pas longtemps, je parlais avec ma sœur et j'en ai pleuré directement. Mais genre, il y avait un truc un triangle amoureux, quoi, où je voulais lui montrer. Ouais, mais c'est comme ça que je peux te faire plaisir aussi. Oui, parce que Zidane incarne la réussite et aussi pour. Et le non, mais puis la réussite, on va pas se mentir. Quand tu es fils d'immigré, bien sûr, c'est pas péjoratif de dire ça. C'est un totem, ce mec, pour nous. Zizou a réussi dans un domaine très fermé, élitiste, le foot, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais il incarne cette réussite à la française, l'excellence. Le gars qui a réussi à faire oublier, à un moment donné, même dans les extrêmes, ses origines. Et qui a mis tout le monde d'accord, presque. Ouais, et qui fait l'unanimité quasiment. Il y a très peu de gens qui parlent mal de lui. Très peu. Même des Italiens ne parleraient pas mal de lui. Non, mais tu vois, même après 2006, il a été. Moi, je me souviens de cette scène incroyable 2006. Le lendemain, il est au Crillon, équipe de France. Et Jacques Chirac dit notre héros national, Zinedine Zidane, qui vient de mettre un coup de tête la veille quand même. Bien tu sûr. vois. Mais il a raison. Chirac a raison à ce moment-là. Et donc, il incarne cette réussite à la française en étant d'origine maghrébine. C'est que notre génération qui comprendra ça, tu penses ? Ben non, il faut qu'on arrive à nos enfants transmettre ça. Mais peut-être que Mbappé sera ça. Il se revendique pas encore aujourd'hui, mais peut-être que Mbappé, qui a aussi des origines maghrébines d'ailleurs, via sa maman, peut-être que un jour, sans être un porte-drapeau, c'est pas le but. Le but c'est pas ça, mais c'est moi j'aime avoir des origines. J'aime avoir des origines marocaines du côté de mon père. Mais je veux pas être un étendard, un porte-drapeau, à le répéter à tue-tête. Et d'ailleurs, Zizou ne l'a pas fait. C'est les gens qui le rappellent pour lui. Ouais, mais Zizou est fier de ses origines et de ses racines. Mais il n'a pas fait du foot pour ça. Voilà. Ouais. Et il s'est pas revendiqué kabyle plus que français plus que kabyle. Non, il est lui, quoi. Il est lui. Arrêtons de stigmatiser les gens via leurs origines. Et, tout ça. Et voilà, et l'étoile, on lui doit beaucoup. Et donc voilà, donc Zizou incarne ça et une réussite. Et quelque part, le fait d'être à ses côtés à ce moment-là, ça voulait aussi dire pour mon père que j'avais réussi. On va avancer. En vrai, j'ai grave croqué le temps, mais je suis trop passionné. On pourrait faire on peut décaler d'un quart d'heure. Vas-y. Non, mais attends, t'as dit 45. Vas-y. Non. Vas-y. Bref, je dirais pas pourquoi. Bref, passons. La question est simple. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais elles sont pas si simples. Est-ce que toi, tu trouves que tes origines, il y a pu avoir des biais dans ta carrière professionnelle, et est-ce que ça te faisait chier peut-être potentiellement Est-ce que déjà tu t'es déjà dit j'accède là parce que ça fait bien un arabe à l'antenne ? Jamais. Je la pose cash, mais tu penses bien que je ne pense pas ça. Jamais. Mais voilà. Jamais parce que je sais que j'ai prouvé en fait. Là franchement, je peux le dire sans aucun problème. Je sais qu'à chaque fois qu'on m'a confié une mission, j'ai prouvé que pour cette mission-là, j'étais meilleur que ceux qui étaient en concurrence. Mais tu avais le sentiment de devoir faire plus qu'un blanc caucasien ? Non, jamais. Non, parce que j'ai jamais voulu rentrer dans ce truc-là. J'ai jamais voulu penser ça. Évidemment, j'ai un prénom d'origine étrangère, maghrébine, et j'en suis fier. Mais je suis français, donc je ne devais pas me poser cette question-là à ce moment-là. Est-ce que mon prénom est un frein ou pas ? Est-ce que mes origines sont un frein ? Non, je ne me suis jamais posé ces questions-là. Et honnêtement, on m'a vraiment donné ma chance. On m'a donné ma chance. Donc je ne pourrais pas dire le contraire. Je ne pourrais pas dire j'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça. Tu n'as jamais été victime de racisme ? Non. Ou tu l'as été sans le savoir ou sans vouloir le voir. Non, mais sur les réseaux, bien sûr. Non, on s'en fout des réseaux. Bien sûr, mais je t'en parlais en off. Moi, à titre perso, je me suis considéré comme un blanc caucasien jusqu'à il y a 1 an ou 2, quoi. Non, mais non, honnêtement, c'est des œillères que je me suis honnêtement, je veux pas mentir et faire pleurer dans les chaumières, tout ça. Non, pas du tout. J'ai quasiment jamais, j'ai pas le souvenir marquant d'avoir souffert de racisme de la part de quelqu'un de mon milieu. Tes parents est-ce que tes parents t'ont dit un jour, au-delà de crois en toi, mais tu devras potentiellement faire plus que certaines personnes en France, ou même pas ? De manière implicite, mon père me le faisait comprendre quand même. Il avait une maxime préférée, c'est bien, mais pousse un peu plus quand même. Pousse un peu plus. Et je dis mais pourquoi ? Il fait il faut pousser un peu plus.
pour aller encore plus haut. Quoi, Encore c'est- plus. Il me le dit encore. marquer Hein. des buts, c'est Ouais, bien. mais il me le dit encore. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est ce que disait le père de Thierry Henry. T'en as marqué 3, t'aurais pu en marquer 4. En gros, c'est un peu ça. Bien sûr. Ne Ne sois pas jamais satisfait. Ouais, de ce que en fait, t'as. ouais. C'était pas lié à mes origines, mais il me disait pousse un peu plus parce que rien n'est jamais acquis, en gros, quoi. Et plus tu pousseras, et plus tu auras ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Moi, je pourrais pas dire aujourd'hui, Yacine, oui, c'est vrai qu'à cette période, j'ai senti qu'il y avait une défiance. Vis-à-vis de mon nom, de mon prénom, tout ça, non, pas du tout. J'ai pas souffert de ça, et tant mieux. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Je ne pense pas avoir bénéficié de passe-droit ou de favoritisme, justement, par la discrimination positive dont on a beaucoup parlé il y a 15-20 ans. Je pense pas. Et si ça a été le cas, Tu veux même pas le savoir. Ouais. tant pis, et tant mieux quelque part aussi. Bon, on va parler des Arabes. Comme si on commençait. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui a beaucoup joué. En fait, je voulais prendre le truc différemment. C'était de dire, t'as pas été victime de racisme, par contre, t'as été victime d'être associé à l'adjectif sportif dans le journalisme. Et l'Arabe dont je parlais, c'était Mouloud Achour, grand journaliste et entrepreneur. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà la première question donc, qui était plus sur le journalisme sportif, pourquoi t'as voulu t'en détacher, je sais pas si c'est le beau mot. Non, c'est pas détaché. C'est quoi? En fait, Ouais. en fait Et l'expérience avec Mouloud, Moi, qu'est-ce qu'elle a apporté dedans? Moi, je trouve ça assez réducteur de dire journaliste sportif. On a longtemps eu une étiquette en France. Il y a quelques journalistes. Moi, je dis journaliste de sport. Il y a une nuance pour moi. C'est beaucoup plus classe C'est quoi déjà. la différence pour toi? Journaliste sportif, c'est limite comme si le mot comme si c'était un seul mot, Ok. pas détaché. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais pas faire de la politique demain. Voilà. Ok. Journaliste de sport, tu es journaliste spécialisé en sport. Tu peux Ok. faire demain un journaliste spécialisé dans la politique, de cinéma. Et tu vois, journaliste spécialisé en politique, on les stigmatise jamais. Au contraire, on pense qu'ils ont la science infuse, et pour certains, c'est le cas. Hein. Ceux qui viennent du sport, on se dit, ils savent parler de foot, le 4-4-2 et les buts en lucarne du FC Lorient en Ligue 1 ou Ligue 2, mais jamais on les sollicitera pour faire autre chose. Et donc moi, j'ai voulu me détacher assez vite de ça, de cette image du journaliste Tu sportif. l'as capté quand, ça, dans ta carrière? Si elle commence en 2008 Ouais, avec le premier CDI. ouais, peut-être après la Coupe du Monde 2014 au Brésil, j'étais là-bas et j'ai fait beaucoup de... Moi aussi, j'y étais. C'est vrai? Ouais. Je suis arrivé le 2 juillet, on était éliminé le 4. Ah mince, bien joué. Mais j'ai T'as eu vécu le 7 ans avec plein de Ah ouais, de bah, j'étais Brésiliens. en Copacabana, il pleuvait des cordes ce jour-là sur Copa à Rio, c'était incroyable. Moi j'ai fait toute la compétition, je suis resté plus de 5 semaines et j'étais Ok. envoyé spécial du Grand Journal de Canal. Canal. Et donc en fait j'ai fait des sujets sociétaux, plus que des sujets de foot, et ça m'a plu. Et je me suis dit, bah attends, je suis pas journaliste sportif en fait, je suis journaliste qui parle de sport à la télé, mais je sais aussi faire du journalisme à côté, sociétal, un truc Je vais informatif. utiliser Ouais. un terme que tu vas aimer. Est-ce que tu n'es pas un journaliste populaire ou un journaliste du peuple? Et quand je dis ça, c'est que depuis tout à l'heure, on s'en parlait, je voulais te poser la question de qu'est-ce qui fait que ça marche chez toi? Mais moi, je vais te le dire parce que c'est un peu dur. On a l'impression que t'es naturel. Vraiment, hein, je te le dis, on a l'impression que t'es naturel, que t'es pas dans une posture. Est-ce que tu l'as reçu déjà, ça, peut-être? Ouais, tu l'as on me dit déjà souvent dit. que je suis le même à l'antenne et on- en dehors. Bah, je te le confirme, là. Et c'est ce que je veux être, tu vois. Je veux pas changer d'un iota. Ce Mais que tu je suis. représentes une partie du peuple sans le Oui, vouloir oui. ou sans que ce soit Bah, ta mais mission. heureusement. Mm. Moi, j'ai envie que des gamins s'identifient. C'est très mégalo de faire ça, mais j'ai envie que des gamins s'identifient à moi. Comme moi, je me suis identifié à certains mecs par le passé. Thierry Gilardi, je voulais faire le même métier que Thierry Gilardi. Il avait une voix T'es incroyable, semblable. rocailleuse, machin, Ouais. bien sûr. Mais bah, moi, j'aimerais, toute proportion gardée, je me compare pas, hein, mais j'aimerais que des gamins de 10, 12, 13 ans, et c'est le cas, parfois, il y a certains que tu croises, qui font des petites photos, qui t'écrivent, machin, qui te dit, ah, j'aime bien ce que vous faites à la télé. Bah, moi, s'il y a un gamin, quelle que soit son origine, que je pourrais inspirer un jour, et seulement un, bah, c'est déjà ma victoire. Je serais trop content Ok. qu'un gamin se dise, j'aimerais avoir le parcours de ce mec-là qui vient de quartier, mais qui a réussi quand même à faire le métier de ses rêves et tout ça. Avec plaisir, au contraire, tu vois. Donc oui, et j'essaie de le plus naturel possible pour faire comprendre que finalement, en étant toi-même, tu peux réussir aussi dans ce métier-là. Pour terminer sur le journalisme de sport, je voulais pas m'en affranchir, mais je voulais montrer que j'étais journaliste de base et que je pouvais toucher plusieurs disciplines, que je pouvais aller sur autre chose. Et Mouloud, justement... Syndrome de l'imposteur juste à ce moment-là ou pas? Non, pas du tout, pas de l'imposteur, parce que Parce que je suis sûr... ils te voient comme journaliste sportif, mais toi, tu te considères déjà comme un journaliste à part entière? Bien Ouais, sûr, bien ok. sûr. Moi, je sais que je peux faire autre chose. Je le Ok. sais et je le revendique, en fait. Je le revendique, mais je n'ai pas l'opportunité de le faire à Canal à ce moment-là. 2018, je suis invité par Mouloud Achour sur l'émission Click,
en compagnie de Mélissa Torio, je me souviens très bien, qui était ma voisine sur le plateau. Et donc, on parle du côté sociétal de la Coupe du Monde en Russie. Et il y avait de quoi dire. Et il y avait de quoi dire. Et donc là, Mouloud m'invite là-dessus. À la fin de l'émission, le producteur de Mouloud et Mouloud m'appelle pour me demander ce que je fais la saison prochaine parce qu'ils aimeraient bien travailler avec moi. Ils me disent tu parles super bien de sport mais via un prisme sociétal justement, ce serait bien qu'on bosse ensemble sur l'émission sur Click. Pourquoi pas? Et ça a commencé comme ça. Donc en gros moi je suis rentré dans l'équipe de Click à ce moment-là. J'ai parlé de sport de manière un peu décalée, pas forcément de sport à part entière. Je parlais de tous les à côté du sport. Je faisais des chroniques dans l'émission Click une fois par semaine. Et un jour Mouloud est malade. Ah, et tu l'as remplacé, c'est ça. Voilà, un jour Mouloud est malade. Merde, et on me dit est-ce que tu veux remplacer Mouloud à la présentation? J'ai dit de Click. Ils m'ont dit ouais. Donc j'ai présenté Click et je suis devenu son joker officiel à ce moment-là. Donc j'ai présenté pas mal de fois Click à la place de Mouloud, qui gentiment m'a donné l'émission et qui m'a fait confiance. Et honnêtement, ça je lui dois et je le remercie là-dessus. Et toute l'équipe de Mouloud autour, ils m'ont vachement fait confiance là-dessus. Et ça m'a donné moi envie derrière de basculer sur pas autre chose que du sport, c'est mon ADN, je le garderai toute ma vie, mais de me tester sur d'autres formats que le sport. Et c'est venu après par la suite dans ma carrière. Donc, c'est comme ça que du coup, c'est arrivé. Donc 2018 jusqu'en 2021 à peu près, pendant 3 ans j'étais à Click et j'ai remplacé régulièrement Mouloud. Et, Que Click ou tu faisais un truc en parallèle? Non. Pendant le Covid, je voulais te poser en fait une question. Excuse-moi. C'est des exclus que vous avez entre médias. Si t'es chez Click, tu peux pas faire en même temps un peu de Canal? Bah si, non, parce que c'est le même groupe. Okay. C'est le même groupe. Ah bah oui, Canal, c'est Click, c'est Canal. Bref, Canal, c'est le groupe Bolloré, Canal. Ouais. Voilà. Donc si, j'avais le droit d'aller sur Click. Mais t'aurais pas pu aller sur Prime à côté. En fait. Non, c'est voilà. non, là, c'est de la... Voilà. Et donc j'ai quitté Canal en 2021 parce que j'avais cette envie aussi de grandir et de faire autre chose que du sport et de me donner l'opportunité de le faire. Je suis devenu entrepreneur à ce moment-là. J'ai monté ma société, ma boîte, ce qui m'a permis d'aller toucher d'autres employeurs. Donc Amazon s'est resté sur le foot, l'équipe s'est restée sur le foot, mais en parallèle, j'ai réussi, comme il n'y avait plus d'exclusivité, là, comme je suis parti d'un contrat CDI à l'époque au Canal, tu montes ta boîte, tu n'as pas d'exclus. Donc je bossais à la fois pour l'équipe et Amazon, et j'avais envie de me tester sur d'autres formats. Donc j'ai testé du BFM TV. Là, récemment, à la présentation d'éditions, de JT, de journaux, où c'est beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus dur. Vacances, là, récemment, il n'y a pas très longtemps, ça s'est hyper bien passé, validé par Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la rédac, donc Hervé Bérou qui est au-dessus, qui m'ont fait confiance, et moi j'ai trouvé ça génial. TF1 m'a appelé aussi, et j'ai été sur la matinale de Bruce Toussaint quelques jours récemment, j'y retourne là encore bientôt. Donc voilà, c'est des moments, et donc j'avais envie, et j'ai maintenant envie, à 41 ans, de m'orienter vers du mainstream. On explique un peu, en gros, c'est de me retrouver sur une chaîne à enjeu d'audience. Ouais. En fait, voilà, moi j'ai envie de me retrouver sur une chaîne maintenant où chaque matin, on est un peu comme ça en se disant quelle audience l'émission a fait la veille, quel objectif la semaine prochaine, d'avoir ce truc, cette petite boule. C'est pas le cas sur des canals où tu te dis bon bah c'est que des abonnés. Donc voilà, c'est moins le cas. Tu regardes pas l'audience de la même manière. Sur les chaînes sportives, il y en a aussi. Sur la chaîne L'équipe, l'audience est calculée, regardée, scrutée, bien sûr. Mais j'avais envie de me tester sur un domaine en dehors du sport. Tout en gardant un pied au sport, c'est aussi mon ADN. Et voilà, le foot fera partie de toute ma vie, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'ai envie maintenant de progresser, d'évoluer et d'aller plus vers du mainstream dans les mois qui arrivent. Est-ce que tu rêves encore? Et si oui, professionnellement, d'un point de vue entrepreneurial, si on se reparle dans 5 ans, t'es où? À quoi ça ressemble ton quotidien? Je rêve d'inventer une émission qui cartonne en télé. Ouais, je le savais. C'était la passe D, là. Ouais, tu veux ta propre émission et tu voudrais créer ton... Pas forcément la présenter. Hein. Pas forcément la présenter. Okay, la conceptualiser. Ouais, j'en ai une là qui est là. Enfin, plutôt là d'ailleurs. Et j'espère qu'elle le passera, le cut, un jour. J'y crois beaucoup et je pense que ça peut fonctionner. Oui, c'est mon rêve. J'ai envie de produire un jour un format qui cartonne en télé. Je serais super fier de ça. Après, dans mon job, je me fixe pas de limite. Okay. J'ai rencontré Thierry Henry en 2006, la porte s'est ouverte. Le chemin, il n'y a plus de porte, il y a des péripéties, mais il n'y a plus de porte, c'est fini. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Tu pourrais interviewer un président. Ah ben, je l'ai déjà fait. J'ai interviewé le président Hollande quand on était chez Click, il était là. Okay. On a échangé. J'ai rencontré. Il n'était plus en fonction, hein, du coup. Il n'était plus en fonction. Ouais. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas journaliste politique. Mais si demain on me demandait de travailler pour le devenir, pourquoi pas? Ça ne me dérangerait pas, au contraire.
Après, à titre personnel, si tu me demandes dans 5 ans où j'aimerais être, bah, je te dis présenter le 20h, pourquoi pas. Enfin, je veux pas me fixer de limite Bon, ce là-dessus. sera pas le premier arabe, il y a Rachid Arabe Oui, quand c'est même, vrai. on va pas l'oublier. C'est vrai. D'ailleurs, Rachid, si tu nous écoutes, il y a un ou deux mails dans ta boîte qui t'attendent. Tu veux passer des messages via des émissions Ah, interposées, je le c'est fais parfait. toujours d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais un grand merci à Métaphore. Je sais pas si les gens le voient, mais du coup, on avait enregistré ici avec C'est Camaro. génial ici. Hein. Et du Avec, coup, tu veux que je chante une chanson de Camaro? Non, Ah. je plaisante. Non, j'en connais qu'une d'ailleurs. bah, Femme Like You, quoi. Bah voilà. Bah voilà, bah, écoute ce podcast, je lui ai demandé, il a pas voulu chanter, mais par contre, Ah, il y a c'est des vrai belles histoires derrière, ouais, Femme Like You. Attends, il avait pas des lunettes fumées un peu quand il est venu dans ton émission? Avec des lunettes, avec des Si, fonds un bleus? peu, Avec ouais. des- Là, je vais faire la même chose que lui. Allez, Voilà, je fais là, comme Camaro alors du coup. grand beau gosse. J'ai peut-être une dernière question à te poser. Dis-moi. Attends, je veux bien la choisir. Ouais, non, oublie. Je vais te poser la question du tac au tac et il y a une dernière qui Vas-y. va me revenir. Très simple, hein, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, à quel point tu te considères riche? Riche? Hmm. Ah non, je suis pas riche, mais, mais au-dessus de la moyenne évidemment. Un peu. Je dirais entre 6 et 7, honnêtement. Entre 6 et 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux? De manière quotidienne, je te dis pas là aujourd'hui, mais Non. de ta vie, quoi. À l'heure où je te parle, 10 sur 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? Dans ce que tu fais, dans la réalisation de toi. C'est pas ma principale source de plaisir, mais ça en fait partie et tout le reste, évidemment, découle de mon plaisir au taf, donc je dirais 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job est compliqué et te demande des efforts et difficile au quotidien? Franchement, 1 ou 2, parce que c'est une Parce que passion tu de prends du dingue. Quoi. plaisir. Bah ouais, de dingue. Dans quelle activité, parce que là je l'invente mais tu viens de me le dire, dans quelle activité tu vois pas le temps passer et tu prends beaucoup de plaisir? Dans ma vie privée. Dans ta vie privée? Ouais. Ok, et c'est la question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, elle est revenue. En face de qui tu te sens tout petit? Et je ne parle pas de taille. Tu veux dire un être humain? Je sais pas si c'est une interview, c'est juste dire bonjour demain, si c'est poser une question qui toi t'inspirerait, mais en tout cas... Je me sentirais... honnêtement, personne. Personne, Non. après si, Titi, si, mais ce sera toujours le cas, et ça fait un peu pompeux de dire ça, mais c'est la vérité. Mes parents. tes parents? Ouais, parce que je leur dois toujours ce respect-là et ad vitam aeternam, je serai reconnaissant. Donc je me sens toujours. Tu courbes un peu les chines, quoi, devant les parents, c'est normal, tu leur donnes du respect. Mais sinon, je peux regarder dans les yeux n'importe qui sans aucun problème. Maintenant que je fais ce métier, que j'ai pris confiance, demain, si professionnellement je devais rencontrer quelqu'un, même Zizou, je suis fan, j'adore. Mais si demain je dois faire une interview de Zizou, je ferai l'interview comme je suis en train de te Bien sûr. parler maintenant, sans aucun C'est problème. plus le petit enfant Karim qui Non. est en train de regarder Non, avec si les je switch, yeux. je mets le bouton. Je crois que c'est pour on. ça que je veux pas faire l'interview, moi. C'est que je suis trop en train de bégayer. Non, mais si je dois demain travailler là-dessus, je mets le bouton on et on y va. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est juste que j'ai confiance dans ce que je fais maintenant. Et il y a 15 ans, je t'aurais pas répondu ça. Je t'aurais cité tellement de mecs. Là, aujourd'hui, Salut. non. Ouais, Non, c'est tes au contraire, parents. je trouve ça. Ok. Je trouve que ce sont des défis à chaque fois. Si demain tu me dis, tu dois interviewer, j'en sais rien, Barack Obama ou Michel. ou Michel, le boulanger de Non, je Sèvres. vais dire Michel Obama, moi. Ah non, non mais moi j'allais te dire Michel, mais je te dis pas que c'est la même chose pour moi, mais avec Tu te plaisir. mettras à niveau, quoi. Non mais je ferai les deux avec plaisir et je travaillerai les deux de la même manière pour le coup, tu vois. Alors évidemment tu te mets une plus grosse pression, mais j'ai fait des trucs tellement cool jusqu'à présent que j'ai encore envie de les prolonger et donc j'ai pas envie que la peur m'inhibe et donc je me suis délesté de cette peur-là très vite dans ma carrière à l'antenne. J'ai pas cette pression, enfin ça coule assez Top, vite. ça. Et au contraire, ça me permet d'être beaucoup plus serein quand je décide d'appuyer sur le bouton on. Bah, je dois appuyer sur le bouton off, il est 44, donc c'est... Et attends. On a respecté. Attends, c'est juste la dernière chose. On parlait de tes parents, on parlait de ça. C'est un peu la question de c'est quoi ta mission de vie, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, on en a parlé très vite tout à l'heure. T'as quoi à prouver et à qui encore? J'avais beaucoup à prouver dans mon taf aux gens qui m'entouraient, mais au boulot, je veux dire, Mhm. jusqu'à récemment peut-être. Aujourd'hui, j'ai
ce sont des défis perso que je me mets maintenant. Donc là, maintenant, après 40 ans, j'ai envie de me prouver des choses. Avant ça, j'essaie de prouver pour les autres. Maintenant, depuis mes 40 ans, j'essaie de me prouver des choses. Donc, étape par étape, et j'ai envie d'aller le plus haut possible. C'est pas terminé. Le job n'est pas du tout fini, quoi. J'ai encore 25 ans devant moi à travailler, minimum, parce que la retraite, on va la repousser. Donc j'ai encore beaucoup de choses à me prouver. Mais c'est à toi. Mais prouver aux autres, non plus rien. Ok. Un grand merci, Karim. Vraiment, Yacine, grand merci. Tu l'auras compris. C'est pas encore live, donc c'est moi que t'as inspiré là. Ah, c'est mais gentil. je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci. Un grand merci à Inès. Inès. Léonardouzi qui nous a mis en contact. À Inès, à Métaphore qui nous accueille. Et Métaphore. À Karim qui est d'une gentillesse pas tout le temps ponctuelle. Ah non. Arrête. Non, ok, dur je vais de dire ça. Non, vraiment, merci de prendre le temps. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien de tout ça. Le but, c'est d'inspirer les gens qui vont nous écouter. On n'est pas encore Click ou TF1, mais en tout cas, on the way. Et moi, longue vie à ton podcast, surtout. Oh, je sais pas ce sera le podcast, mais en tout cas, j'ose espérer qu'on se recroisera, Karim. Un grand merci et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.